Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous propose de vous accueillir pour la projection d'un film qui va se passer dans le cadre du programme EVARS. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Ce film, il va s'agir de Saturday Night Fever. C'est un film qui est réalisé en 1977 par John Badham. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu ce film-là avant la projection, de manière à vous donner un certain nombre d'informations, soit pour vous avertir quant à son contenu, soit aussi pour vous rendre attentif à un certain nombre d'éléments présents dans le film, puisque cette projection sera suivie d'un débat, ou en tout cas d'un temps dans lequel vous aurez la possibilité de réagir par rapport à ce que vous avez vu. Alors je regarde un petit peu cette projection dans le cadre plus vaste d'une séance EVARS. L'EVARS étant ce nouveau programme mis en place par le gouvernement qui se définit comme l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Ce programme, il va se déployer sur toutes les classes, toutes les tranches d'âge, et donc chaque classe va avoir une coloration spécifique d'un des axes obligatoires. Je vous les remets ici. Nous sommes dans le niveau de première et cette projection se fait dans le cadre de l'axe se connaître, vivre et grandir avec son corps. Je vous ai remis ici plus spécifiquement la coloration que l'on va donner à cette séance à partir d'une scène de fête dans une œuvre cinématographique ou de scène de pression de groupe. Analyser les réactions des personnages après la prise de substances psychoactives, analyser les paramètres qui influencent la consommation ainsi que les facteurs de risque et de protection, dégager les lignes d'une conduite responsable, analyser les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la capacité à reconnaître le consentement ou à le donner. Vous voyez déjà évidemment qu'avec cet axe dans lequel nous avons décidé de projeter ce film, qu'il va y avoir un certain nombre de paramètres sur lesquels je vais devoir vous avertir. Personnellement, j'ai découvert ce film au cinéma lors d'une reprojection. Et cette séance était faite dans le cadre d'une ressortie des comédies musicales de Travolta. Et clairement, j'étais pas prêt à ce qui allait arriver. Clairement, le film m'a mis une grosse baffe. Donc, comme vous êtes des petites choses fragiles, je vais essayer de vous épargner un petit peu le traumatisme potentiel que pourrait ce film en faisant une petite liste des fameux trigger warnings, des choses sur lesquelles il faut mettre en garde le spectateur moderne que vous êtes devenu. Donc, vous allez être confronté dans ce film à de l'homophobie, à du racisme, à de la misogynie, à de la violence verbale et physique, à du harcèlement de rue, à du viol, à de la mort. Soyez prévenus. Maintenant que tout ça est fait, je tiens à préciser simplement que lorsque j'ai proposé ce film dans le cadre de ce programme, on était encore dans un certain nombre de débats autour de la question du viol. Et pour rappel, l'inscription du non-consentement dans la définition pénale du viol n'a eu lieu qu'il y a un mois, le 29 octobre 2025. Je vous remets ici ce que l'on peut trouver sur le site du gouvernement, hein. L'article 222-22 du Code pénal sera désormais rédigé ainsi. Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Le consentement est évalué en fonction des circonstances et doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut jamais être déduit du silence ou de l'absence de réaction de la victime, notamment lorsque celle-ci est endormie, inconsciente, sous emprise ou en état de sidération. Cette évolution vise à examiner le comportement de l'agresseur, l'objectif étant de comprendre comment l'auteur s'est assuré du consentement de la victime. Le texte précise également qu'il ne peut y avoir consentement lorsqu'un acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Suggéré par le Conseil d'État, l'ajout de la formulation « quelle que soit leur nature » permet de reconnaître la diversité des formes de contrainte, ce qui permet notamment de recouvrir les cas de sidération ou d'emprise. Ça me paraissait important d'en reparler ici, tout simplement parce que la législation autour du viol, elle a vu une progression depuis son ajout au cadre légal. Donc je vous mets en garde sur le fait qu'il y a un viol dans le film, mais techniquement, on pourrait aller jusqu'à dire que ce n'est légalement pas un viol, puisque le film est daté de 77, alors que l'inscription du viol dans le code pénal date de 80. Donc on se rend bien compte ici de l'enjeu aussi qu'ont les films sur la prise de conscience collective de ce genre de phénomène. Je m'étends pas tellement dessus puisque vous reviendrez sur cette question-là avec vos professeurs à partir de demain. Moi, je vais me concentrer principalement sur ce support qu'on a décidé de vous projeter, qui est le film, et je vais ainsi commencer la présentation générale de ce film-là. Un film que l'on réduit la plupart du temps à ces fameuses scènes de danse iconiques, sa musique, et dont on oublie un petit peu l'histoire même, fondamentalement.
Alors, pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre un personnage principal qui s'appelle Tony Manero, qui est issu de l'immigration italienne et dont la passion dans la vie, ce qui va aussi lui permettre de sortir dans une certaine mesure de ses problématiques quotidiennes, sera la danse. Il est effectivement le roi du dance floor. Il y va, comme le titre l'indique, tous les samedis soirs et c'est véritablement là où il peut se révéler et être acclamé par l'intégralité des gens de la boîte. Parmi ces gens-là, Annette, qui va véritablement être amoureuse de lui et qui va essayer de le séduire par tous les moyens possibles et imaginables, alors même que Tony la repousse. Il s'agit ici de la situation initiale. L'élément perturbateur va être l'annonce dans la boîte qu'ils fréquentent tous les deux d'un concours de danse auquel Tony décide évidemment de participer, mais la relation avec Annette va se voir remplacée par l'arrivée d'un autre personnage féminin, Stéphanie, qui va devenir le troisième angle de ce triangle amoureux. Tony va ainsi changer de partenaire pour ce concours, puisque Stéphanie est meilleure danseuse qu'Annette, mais aussi parce que Stéphanie lui plaît plus qu'Annette. Et à travers ce triangle amoureux qui se noue et se dénoue dans le cadre de ce concours de danse, vont se dessiner un certain nombre de sous-intrigues, des intrigues de nature familiale, des intrigues de violence, de bagarre, des intrigues religieuses, et même une intrigue concernant le fait que la copine d'un de ses amis va tomber enceinte. Bref, un certain nombre de sous-intrigues qui vont rendre cette histoire relativement simple, finalement, complètement chaotique. C'est ce qui a été relativement reproché au film, mais j'y reviendrai sur la fin de ma présentation, ce qui, me semble-t-il, est intéressant justement sur l'adéquation entre le fond et la forme de ce film. Quoi qu'il en soit, ce film va être classé, je vous le disais, dans le cadre de ce que moi j'avais vu au cinéma, comme comédie musicale. Il me semble que ce classement n'est pas parfaitement représentatif de ce qu'il est. Tout simplement, on a commencé à le dire avec l'ensemble des trigger warnings, tout simplement parce qu'il n'est pas drôle. Alors, est-ce que c'est une tragédie? Sans doute pas, même s'il y a un certain nombre de points qui pourraient amener à justifier une vision de destin à l'œuvre dans ce film-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce film n'est pas spécialement drôle, même si la distance temporelle qui nous en sépare, ou même certaines répliques, peuvent ponctuellement être drôles, le film en lui-même ne l'est pas. Ensuite, pour ce qui concerne la musique, alors la musique est omniprésente dans le film. Évidemment, elle est iconique, c'est la musique des Bee Gees, mais on ne peut pas véritablement dire qu'il s'agit d'une comédie musicale dans le sens où les personnages eux-mêmes ne chantent pas. La comédie musicale, normalement, présente des personnages qui chantent pour révéler leurs émotions. Ici, c'est plutôt un film dans lequel la musique a un rôle important, tout simplement parce que l'intrigue tourne autour d'un concours de danse. Par ailleurs, cette musique va être l'objet et le support d'une campagne de promotion relativement efficace, puisque le choix des producteurs a été de sortir la bande originale du film une semaine avant que le film sorte en salle, ce qui a permis justement de booster les sorties de l'une et de l'autre des œuvres, que ce soit la bande originale ou le film lui-même. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce film va avoir une résonance hyper importante dans le cinéma. On le voit ici avec la séquence introductive qu'on retrouve dans Madagascar, la préparation de Tony Manero qu'on retrouve évidemment dans Disco avec même le médaillon avec la tête de Tony, la scène de danse et le costume iconique qu'on va retrouver dans la série Y a-t-il un flic, ou même la danse à la fin de Moi, moche et méchant. John Travolta allant même jusqu'à se parodier lui-même ou parodier sa propre scène de danse dans un film comme Pulp Fiction, par exemple. Grosse influence justement sur l'histoire du cinéma, mais on se rend bien compte que tout ce qui a marqué le cinéma, eh bien justement, c'est les paillettes, c'est la musique, c'est la danse, et il faut creuser un petit peu plus pour voir ce que le film portait réellement comme message. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. En réalité, le film frappe par son fort réalisme, et c'est ce réalisme justement qui a été oublié un petit peu, sur lequel je vais revenir, puisque le film est basé lui-même sur un article de presse, un article rédigé par Nick Cohn en 75, qui va revenir sur, c'est dans le titre, les rituels tribaux des nouveaux samedis soirs. Et dans cet article, il va faire une recension quasi sociologique des nouvelles tribus qui se constituent autour de la danse et notamment autour du phénomène de la disco.
Il faut savoir que du coup, à l'époque, les boîtes de nuit donc sont évidemment des lieux de sociabilisation extrêmement importants. Et c'est ce qu'il va essayer de montrer dans les nouveaux rapports qui vont s'inscrire dans ces boîtes de nuit. Alors, ce réalisme, il va être montré dès le début du film, dès les plans introductifs, par une inscription très forte dans une géographie réelle. Nous sommes à New York, on voit évidemment ce pont iconique qui jouera un rôle majeur dans le film, un pont qu'il va s'agir aussi pour une part de pouvoir traverser pour sortir de la misère et accéder à un monde plus bourgeois ou plus positivement représenté en tout cas. Et ce fort ancrage géographique va se doubler d'un fort ancrage historique. Je vous en donne un exemple ici avec la scène dans laquelle Tony se prépare justement. Il est dans sa chambre et on voit avec l'intégralité des posters qui recouvrent ses murs se dessiner une véritable capsule temporelle qui va inscrire le film dans son époque, à savoir l'année 77. À gauche, vous avez, on le voit moins ici, mais on le voit mieux dans le film, le poster de Rocky, un film qui est sorti en 76. C'est un film qui est important puisque Tony Manero va avoir à peu près la même progression que Rocky, sauf que lui, c'est pas à travers la boxe, ce sera à travers la danse, mais il va s'agir bien d'un parcours de rédemption ou progression sociale via une passion qui anime le personnage principal. Il est à noter par ailleurs que Sylvester Stallone, l'acteur de Rocky, réalisera lui-même la suite de Saturday Night Fever qui s'appelle Staying Live, qui est moins bon que son prédécesseur, mais disons que les liens entre Rocky et ce film-là vont prendre une autre dimension avec cette suite. Nous avons une petite photographie de Bruce Lee qui est mort juste en 73. Nous avons une représentation de Wonder Woman. Alors ici, il s'agit de la version télévisuelle de l'héroïne, une version qui est diffusée des années 75 à 79 et on ne le voit pas ici, en fait c'est dans son dos, mais je le note à côté. Nous avons aussi une autre référence extrêmement connue au film Serpico avec Al Pacino qui lui est sorti en 73. Donc on est vraiment dans un contexte temporel extrêmement précis et de fait extrêmement réel, ou en tout cas réaliste. Le film s'ancre dans une géographie et une temporalité concomitantes de sa production. Par ailleurs, dans le réalisme toujours, on peut noter le traitement qui est fait de la famille de Tony Manero, une famille comme on le voit ici qui est relativement dysfonctionnelle, une famille qui est extrêmement représentative aussi de cette immigration italienne à New York avec un père au chômage, une mère au foyer et un fils qui essaye de tenir un petit peu la baraque en essayant de gagner de l'argent à la quincaillerie dans laquelle il travaille. On voit aussi derrière la mère la photo de l'autre fils qui lui est prêtre et qui est aussi la fierté de la famille, hein, puisque l'immigration italienne est catholique dans un pays qui est majoritairement protestant. Donc il va s'agir aussi là de revendiquer cette appartenance culturelle à travers la religion. Mais on va parler de ce qui est plus intéressant sans doute pour vous, tout ce qui est plus croustillant, puisque on l'a dit, le film est relativement porté sur la sexualisation de ces personnages. Évidemment, on va avoir une forte sexualisation du personnage principal, Tony Manero. Vous allez voir John Travolta en slip plusieurs fois, mais il n'est pas le seul à être sexualisé, évidemment. Les femmes sont sexualisées à travers son regard, hein. C'est ce qu'on appelle du coup le male gaze au cinéma, donc la sexualisation de la femme à travers le regard de l'homme. Et ici, on en a un exemple particulièrement probant. On est dans la scène d'introduction du film, hein. Personne n'a encore parlé. Donc on a le producteur, on a Nick Cohn, donc la source, on a le scénariste, et tout cela se fait sur justement ce plan, hein, qu'on appelle un walking ass shot, qui va permettre à Tony Manero de se placer comme un mâle dominant, quelqu'un qui aborde les femmes dans la rue. Et évidemment, ici, on est clairement sur un cas de harcèlement. On le voit bien dans la réaction de la femme qu'on essaye d'empêcher de passer et qui doit lutter, hein, pour pouvoir juste faire ce qu'elle veut, aller où elle veut dans la rue. Alors, on va insister aussi sur la violence qui est présente à l'écran, une violence physique. Il va y avoir de la bagarre, je l'ai dit, il va y avoir des insultes ici par rapport à un couple homosexuel. Il y a clairement du trash talk du personnage masculin envers les personnages féminins. Vous avez une scène dans laquelle il demande à Annette si elle est une fille bien ou si elle est juste une pute, ce à quoi elle répond peut-être un peu les deux. Il lui répond
à son tour. Non, il faut choisir et il faut choisir vite. Bon, c'est quand même quelque chose qui est relativement violent. Cette, violence dans le langage, va se traduire aussi et c'est une des raisons pour lesquelles le film sera rated R, c'est que il va se traduire par des mots vulgaires extrêmement, récurrents. Alors je sais pas quelle version va être projetée là au cinéma, mais en tout cas dans la version, originelle, voilà, les personnages disent, fuck tout le temps et évidemment, bah, plus ils disent fuck, plus ils ont envie de faire l'amour, sachant que le romantisme, voilà, va se borner globalement à aller voir des stripteaseuses et à se relayer à l'arrière de la voiture avec leurs copines respectives. Le réalisme ici va se traduire de manière relativement crue, voire relativement sale. On note aussi dans le petit extrait que j'ai mis ici le rôle de l'alcool. Il n'y a pas de drogue à proprement parler, mais l'alcool coule à flot dans le film et va induire justement un certain nombre de ces comportements un peu borderline. Mais en réalité, quand on se penche plus sur ce réalisme, on se rend compte que ce réalisme n'est que de façade. Alors premièrement, je vous ai dit qu'il était basé sur un article, mais cet article est lui-même faux. Nick Cohn l'a dit lui-même, hein, il a complètement inventé tout ce qu'il dit dans l'article. La période disco elle-même ne bat pas du tout son plein, on est plutôt dans une baisse au niveau de sa popularité, baisse que justement le film lui-même va permettre de relancer. C'est plutôt ce film-là qui lance le disco plutôt que le disco qui accouche de ce film. Par ailleurs, le disco était plutôt une musique caractéristique des sous-cultures, notamment afro-américaines et homosexuelles. C'est aussi un film qui va permettre à ce genre musical de sortir de la sous-culture pour devenir une musique populaire, culturellement valorisée. C'est toujours un peu le principe avec les sous-cultures, hein. Il y a un moment où cette sous-culture va être digérée par la culture de masse et le film participe de cette digestion. Par ailleurs aussi, le passage de la restriction à une restriction seulement PG va un petit peu amoindrir la violence, mais aussi du coup le réalisme de ce film, sachant que en fait, quand on y réfléchit bien, ce réalisme, il est avant tout modélisé par des représentations cinématographiques. On a parlé de la scène où Tony Manero se prépare. Tous les indices chronologiques, en fait, sont issus du cinéma. La boîte de nuit elle-même porte le nom du 2001 Odyssée, qui est une référence transparente à un film, le 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick. Tout ça, en fait, va procéder comme une sorte de mise en abîme. Le film va s'exhiber lui-même comme film et loin de rejeter finalement la question du réel, va plutôt digérer cette question du réel jusque dans sa forme. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais présenter, hein, pour faire le tour de ce film. Ce film, on l'a vu, n'est pas véritablement une comédie musicale, mais il est plutôt un film de danse. Dans le cadre de l'axe de l'Evars, il est intéressant de voir que la danse, et particulièrement le concours, va vraiment modéliser cette forme-là. Il va y avoir une montée en puissance du film et une redescente extrêmement brève, extrêmement violente, que l'on peut rapprocher de cette montée et de cette descente due à la consommation de drogue. Il n'y a pas véritablement de drogue dans le film. On a parlé un petit peu de l'alcool, mais il faudrait presque considérer que la drogue des personnages, c'est précisément la danse. C'est quelque chose duquel Tony ne peut pas se passer, quelque chose avec lequel il se sent mieux que dans son quotidien. Donc il y a véritablement cette montée, cette descente qui est propre à la consommation de substances psychoactives et que la danse représente dans le film. Par ailleurs, la danse va devenir la modélisation d'un certain nombre de choses que le film dénonce précisément. Premier élément qui est extrêmement important, c'est tout ce qui concerne la pression sociale. On en a parlé notamment avec toutes les intrigues liées à la famille, à la religion, la violence qui est exercée dans le cadre d'affrontements ethniques, mais qui est évidemment présente au quotidien dans la famille dysfonctionnelle. Et même, on y revient toujours, sur les posters qui sont affichés dans la chambre de Tony, qui présentent tous des personnages violents ou guerriers, venant ainsi progressivement conditionner son propre fonctionnement personnel. En fait, toute cette pression sociale qui va venir un petit peu contraindre les personnages à agir tels qu'ils agissent, bah en fait va être représentée aussi par la danse, notamment par tous les moments où les gens dansent collectivement. Cette danse collective, c'est aussi un moment dans lequel le film montre que les personnages ne peuvent pas véritablement faire ce qu'ils veulent, ils doivent suivre le mouvement, il y a un rythme à suivre, il y a des gestes à faire, on ne peut pas sortir de ce canevas.
Pour ce qui est de l'individualité qui serait mise en scène, en fait, celle-ci est aussi une illusion. Évidemment, la scène où Tony Manero va monopoliser complètement le dance floor, être au centre de toute l'intention, est illusoire. Cette individualité illusoire va être explicitée lorsqu'il s'entraîne avec Stéphanie. Notamment, il lui enseigne un pas de danse manifestement qui plaît à Stéphanie. Elle lui demande si il l'a inventé. Il dit oui, oui, c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, je l'ai vu à la télé et après je l'ai inventé. Donc en réalité, il n'invente rien, il ne fait que reproduire ce qu'il a vu ailleurs. Et cette illusion d'individualité va culminer dans le concours de danse, et notamment dans le résultat de ce concours auquel vous allez assister, je ne vous le gâche pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce concours se révèle en réalité truqué d'avance. Donc cette individualité est parfaitement illusoire. Là encore, cela étant montré par la danse. Enfin, autre élément qui va être dénoncé, c'est évidemment les relations hommes-femmes qui sont complètement délétères dans le film. On l'a vu évidemment avec le rôle central de ce fameux mot en F qui innerve tout le film et qui va un petit peu emprisonner les personnages dans une vision dénaturée de l'amour. Mais là encore, ça va être montré par la danse. Bon, la danse entre Tony et Annette se passe d'explication, elle est relativement explicite comme ça, c'est clairement une relation sexuelle métaphorique qui est représentée. Mais même lorsqu'il danse avec Stéphanie, on peut concevoir la danse en elle-même comme représentant le parcours des personnages. Les relations hommes-femmes, ce sont des moments où on se tourne autour, on se rapproche, on s'éloigne. On peut même aller plus loin si on considère que dans la danse, il y a un cavalier et que c'est ce cavalier qui dirige. Ainsi, ce ne sont pas simplement un homme et une femme qui se rapprochent et qui s'éloignent, c'est bien un cavalier, un homme, qui force une femme à se rapprocher puis qui la rejette. Et finalement, cette danse va venir représenter à l'échelle formelle le parcours de tous les personnages à l'intérieur du film, qui sont en réalité des personnages qui s'approchent, qui s'éloignent, qui se prennent et qui se rejettent. Tout cela ainsi va se synthétiser dans une petite réflexion qu'on peut avoir sur le titre du film et notamment sur la manière dont le film montre son titre. On peut évidemment faire une analyse du fait que la typo est faite en néon qui rappelle la boîte de nuit, le Saturday Night qui reste toujours le même et le Fever qui clignote, qui insiste ainsi dès le début sur l'importance du rythme et l'impossibilité de sortir d'un rythme imposé, mais qui aussi va venir montrer cette intermittence de la fièvre. Et montrer aussi l'importance que peut avoir au niveau sémantique cette fièvre, justement. Puisqu'en réalité, la fièvre, c'est aussi bien la fièvre des personnages. Clairement, ils ont chaud, ils sont chauds. Il y a tout un sous-texte qui est présent à l'intérieur de ce mot et qui est un sous-texte relativement clair. Mais si on y réfléchit un petit peu plus, la fièvre, c'est aussi un symptôme de maladie. Et le film devient alors ce symptôme. Je le disais tout à l'heure, l'entrée du viol dans le code pénal se fait qu'en 80. Finalement, on peut considérer ce film comme le symptôme d'une maladie, une maladie qui serait une maladie sociale, qui serait une maladie systémique. Et comme toutes les maladies, eh bien, elle développerait une réaction immunitaire du corps qui serait cette fièvre qu'il faudrait laisser brûler jusqu'au bout afin de tout cramer et de repartir sur des bases saines. C'est ainsi que je conclus un petit peu cette présentation. Ayez bien en tête tous les éléments que je viens d'énoncer là pour être un petit peu attentif, notamment au fond, mais aussi à la forme du film. Et je vous souhaite une bonne projection. On en reparle juste après.